Bonjour Alexandre, Salut Dan. on est ravis de t'avoir, merci d'être avec nous à l'USI aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste donc la révolution du partage qui est le sujet de ta conférence et le sujet de ton livre que tu nous as amené ici, voilà. Déjà ravi d'être ici en effet. Merci, Et on vient ouais. ici partager cette vision qui est une vision où les évolutions qui sont les prochaines évolutions de notre société ne seront pas que des évolutions technologiques. Et alors c'est vrai que l'USI, vous parlez énormément de techno, ce qui est très important, mais on pense qu'il y a un autre layer, une autre dimension qui est aujourd'hui une dimension sociétale. Et ce que nous décrivons au quotidien, ce que j'ai écrit dans le bouquin, c'est ces évolutions de société qui sont des évolutions majeures. C'est que toi, Dan, tu as cet activisme, tu as cette volonté qui n'est pas forcément le militantisme qu'on imaginait il y a 20 ans, où il fallait forcément travailler à Greenpeace ou à des... Aujourd'hui, c'est au quotidien. Et au quotidien, c'est avec notre carte bleue, c'est le fait qu'on ne va pas pouvoir forcément travailler dans les mêmes entreprises où on travaille il y a 20 ans, que tu as une génération entière qui pousse l'ensemble du système à penser différemment. Et ça, c'est assez jouissif. Parce qu'en effet, les gens qui ne comprennent pas ça, Dan, vont avoir des difficultés majeures parce qu'ils n'arriveront plus à embaucher, parce qu'ils n'arriveront plus à garder ces employés-là, parce qu'ils n'arriveront plus à vendre des produits. Parce que le monde dans lequel nous rentrons n'est pas uniquement un monde technologique d'un côté et de profit de l'autre. Il y a peut-être quelque chose au milieu qui va peut-être faire le lien entre les deux, et c'est ce qu'on voit dans cette révolte sociétale ou sociale. Donc tu donnes l'exemple de grandes entreprises technologiques justement qui n'ont pas fait ce pas éthique ou justement social et qui du coup ne marchent plus aussi bien qu'avant, c'est ça? Oui. Et tu dis qu'il faut justement que les grandes entreprises changent. Mais en fait, ce n'est pas que technologique, Dan. C'est en effet quelques-uns. Si on prend l'exemple de Uber aux États-Unis, ils ont oublié certains aspects très sociétal et ils ont permis comme ça leur numéro 2 de devenir beaucoup plus important, qui était Lyft aux États-Unis, qui avait 6% de part de marché. 2 ans après, ils ont terminé à 26% de part de marché. Parce que le joueur numéro 1, le grand qui était Uber, a fait beaucoup d'erreurs visiblement. Et donc en fait, on voit un grand nombre de personnes, d'entreprises qui disent « moi, j'embauche plus de la même manière ». Si tu prends les jeunes qui sortent d'école aujourd'hui, si tu leur poses la question qui veut travailler en finance, qui veut travailler dans certains secteurs d'activité qui, encore il y a 5 ans, étaient extrêmement demandés, tu verras, les résultats sont assez incroyables. Si tu leur demandes si tu veux devenir entrepreneur, l'ensemble de ces jeunes générations-là a envie de s'impliquer, a envie de faire plus. Et ça se voit dans l'utilisation de ta carte bleue. Si tu prends l'exemple de la marque C'est qui le patron, c'est un exemple parfait. C'est qui le patron aujourd'hui, si tu vas acheter un produit C'est qui le patron, un lait C'est qui le patron, une bouteille de lait, tu feras ton action, tu auras eu ton militantisme simple, parce que ça te coûtera 99 cents d'euros. Mais c'est non négligeable, parce que si chacun d'entre nous nous pouvons commencer à s'impliquer dans des petites actions, Et Epic aujourd'hui, on traverse le monde pour essayer de trouver des organisations sociales qui font un travail exceptionnel pour changer la vie des plus démunis. Donc nous, tu le sais, c'est l'enfance, entre 0 et 25 ans, les gens qui ont les malchanceux du premier jour. Et ce qu'on voit d'un côté, c'est qu'il y a des sommes considérables auprès des individus et des entreprises qui veulent aider. C'est ça qui est génial, c'est pas du tout, on n'est pas en train de forcer les gens, c'est que la plupart du temps, les gens nous disent « mais moi j'aimerais faire plus ». Mais j'ai pas confiance, j'ai pas le temps, j'ai pas forcément. Je sais pas comment faire. C'est compliqué, puis c'est compliqué quand tu sais pas. Et de l'autre côté, on sait qu'il y a des organisations absolument incroyables qui font ce travail-là. Et notre métier, c'est de pouvoir connecter ces deux aspects, ces deux mondes ensemble. Et tu le sais, parce que c'est dans le bouquin, on n'a aucun modèle économique. C'est-à-dire qu'il veut dire demain, Dan, si toi tu dis, moi, ça me fait plaisir, j'aimerais donner 10 euros, tu sais que 100% de ces 10 euros partiront directement aux causes sociales, parce que j'autofinance l'ensemble des frais de structure pour que tu ne puisses pas te poser la question en disant, mais combien va vraiment aller sur le terrain ? Alors c'est intéressant ce que tu disais justement sur les jeunes qui sortent des écoles et tu dis que nous sommes passés de la génération du moi à la génération du nous. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Si tu vois la génération d'avant, la génération X, comme ça qu'elle est appelée, c'est une génération vraiment extrêmement autocentrée. C'est ma génération. On était assez autocentré, on voulait avoir une voiture de fonction, un grand bureau pour nous tout seuls. Enfin, la réussite personnelle. La réussite personnelle, c'était avoir. La génération d'aujourd'hui, les moins de 30 ans, la génération Y, ce sera la même chose avec la génération Z qui arrive après. C'est une génération du partage, c'est une génération du nous. C'est en gros, globalement, tu verras rarement une génération Y vouloir avoir un bureau tout seul. Ils veulent plutôt avoir un open space, ils veulent pouvoir partager. Ils ont des modalités de pensée qui sont totalement différentes. Et ce qui est assez génial. Et de nouveau, si tu ne comprends pas ça, et le modèle du darwinisme est celui-là, l'ensemble, la majorité
des gens du business, des patrons, sont des darwinistes. C'est-à-dire qu'ils savent assez bien que si tu ne t'adaptes pas, tu as des chances de disparaître. Il y a 10 ans de ça, Nokia a disparu parce qu'ils n'ont pas vu arriver une révolution technologique majeure qui était l'iPhone à l'époque. Je peux t'assurer que des entreprises vont voir la même chose cette fois-ci, pas uniquement parce qu'ils n'ont pas vu des évolutions technologiques, mais aussi parce qu'ils n'ont pas compris que globalement, les consommateurs, les employés, même leurs familles, vont demander collectivement autre chose. Alors tu privilégies justement le don et tout ce que vous faites, donc c'est autour du don. Est-ce que tu ne penses pas justement qu'aujourd'hui, il y a aussi d'abord les impôts qui sont importants, et d'ailleurs tu en parles dans le livre et tu parles de ces grandes entreprises du numérique, c'est pas besoin de les citer, on les connaît, qui ne payent pas toujours leurs impôts. Citons-les, mais je pense que parfois c'est bien aussi. Je te prends Apple, en effet, si tu prends Apple qui fait plus de 60 milliards de profits. Ouais, c'est incroyable. Hein, ouais. Et quand tu poses la question aux gens, et aux gens qui nous écoutent, ça va être la même chose. Mais ils vont dire, mais c'est pas normal qu'ils ne paient pas leurs impôts. Mais je vais te dire, mais qu'est-ce que tu as dans la poche? Et tu vas me dire un iPhone, voilà, probablement. Probablement. Ouais. Et encore une fois, c'est pas dire que c'est mal. On dit juste, en revanche, essaie d'aligner ce que tu penses sincèrement avec une action. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je pense que cette marque-là, comme d'autres, va avoir des difficultés majeures si elle ne s'adapte pas. S'adapter, c'est qu'on ne peut pas continuer dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est un monde qui a deux vitesses, continuer à mettre ou à fonctionner dans un modèle où on va juste avoir le plus de profit possible, on va donner le plus de dividendes possible aux actionnaires, parce que je pense sincèrement que, les actionnaires vont pouvoir potentiellement demander autre chose, et que si tu achètes demain une action Apple, j'espère que tu te diras, mais qu'est-ce qu'ils font quand même avec tous ces profits-là et de quelle manière ils traitent leurs employés, leur chaîne de production. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a peut-être 5 ou 10 ans, Dan, il y avait assez peu de gens qui s'intéressaient à ça. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'information qui nous est délivrée, nous sommes capables d'avoir accès à ces informations-là. Et de plus en plus de gens, comme toi, comme moi, vont se dire, tu sais quoi, on va faire notre petit truc à nous. On ne va pas forcément attendre que ce soit tout le monde, juste les gouvernements, les milliardaires qui peuvent tout faire. Nous, on ne pense pas à ça. On pense que chacun a son rôle à jouer. Et justement, comment chacun peut s'engager en fait en tout cas, faire des petites choses, comment c'est possible? En gros, chez Epic, on a développé tout un tas de solutions, de nouveau, qui sont gratuites, pour que les entreprises ou les individus puissent nous rejoindre en disant « mais moi je fais ». Sans aucun modèle économique, c'est-à-dire que tu sais qu'à chaque fois, les entrepreneurs par exemple, on a la promesse du partage. C'est-à-dire que demain, si toi tu dis moi je monte mon entreprise, tu vas pouvoir dire je promets un pourcentage de mes actions. Et le jour où je serai racheté, où j'introduirai en bourse, globalement, une partie de cet argent-là partira au bien social. Merci beaucoup, merci pour ton temps et merci pour cette conférence. Merci à toi. Merci Dan, merci beaucoup.